Bonsoir François Hollande, merci Bonsoir. beaucoup de nous recevoir ici. Vous publiez Bouleversement aux éditions Stock. Grâce à vous, on s'approche au plus près de Vladimir Poutine. On aimerait savoir comment vous l'avez trouvé vendredi dernier. Lors de ces deux discours, on a l'impression qu'il déclare la guerre à l'Occident. Est-ce qu'il vous a fait peur? J'ai plusieurs fois rencontré Vladimir Poutine, donc je sais ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut un moment redouter. Donc dans cette intervention, ce qu'il voulait acter, notamment auprès du peuple russe, c'est qu'il avait emporté une première manche, c'est-à-dire de conquérir des territoires ukrainiens et de les rendre russes. Mais c'était une présentation, et il le savait parfaitement. C'était un élément de propagande, alors qu'il est en train de camoufler une défaite, puisque son armée recule, et que l'intention initiale n'était pas d'élargir le Donbass, c'était de conquérir toute l'Ukraine. Donc il est dans une affaire maintenant autant de politique extérieure, comment faire peur pour que les Occidentaux relâchent les aides qu'ils ont accordées aux Ukrainiens, et également dans une opération de politique intérieure, comment éviter qu'ils soient contestés alors même que ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais avec Vladimir Poutine, il faut toujours prendre au sérieux les risques d'escalade. Donc lorsqu'il dit qu'il ne bluffe pas, il bluffe forcément, mais il peut utiliser toutes les formes d'armes sans aller jusqu'au nucléaire, de destruction, et on l'a bien vu sur les menaces qui pesaient sur la centrale nucléaire au sud de l'Ukraine, ou les sabotages qui ont été faits sur les gazoducs. Donc nous sommes dans une guerre qui va durer, qui va être encore longue, mais où Vladimir Poutine est en position de faiblesse, parce qu'il est isolé politiquement, parce qu'il est fragile économiquement, et parce que militairement, il est en recul. On essaie peut-être à tort de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. C'était intéressant d'entendre Emmanuel Macron sur CNN se demander si ce n'était pas le Covid, l'isolement lié à l'épidémie, qui l'avait fait vriller. Est-ce que vous pensez que ce genre d'analyse est plausible? Ce qui est vrai, c'est que le virus, la pandémie, qui n'a pas été éradiqué en Russie aussi facilement que ça l'a été en Europe. Ils avaient un vaccin qui s'appelait le Spoutnik, et je ne suggère pas d'utiliser ce vaccin par rapport à d'autres vaccins occidentaux. Donc la pandémie, la Covid, a sûrement isolé Vladimir Poutine et l'a privé d'un certain nombre d'informations qui pouvaient venir d'un bon nombre de ses relais. L'image que l'on a tous à l'esprit, c'est cette grande table, mais pas simplement avec les dirigeants du monde, également avec son gouvernement, y compris avec ses militaires. Il a, je crois, une certaine peur de la maladie, mais cette appréhension du virus l'a sans doute privé de conseils, de consultations qui l'auraient éclairé sur la résistance ukrainienne. Grâce à vous, je le disais, on s'approche de lui, on se rapproche de lui puisque vous lui avez parlé, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Vous dites aussi, c'est un homme tout en muscles et en mystère, aussi chaleureux et attentif qu'il peut être glacial et brutal, opposant toujours à son interlocuteur ce regard bleu qui lui sert tant à séduire qu'à inquiéter. Parfois, il vous a séduit? Mais il peut faire preuve d'attention, Vladimir Poutine, à l'égard de ses interlocuteurs. À l'égard notamment d'Angela Merkel, c'était assez évident. Ils avaient, non pas des complicités, mais ils avaient des vies en commun. Angela Merkel avait vécu sous un régime communiste à l'est de l'Allemagne, et à cette époque, Vladimir Poutine était un agent du KGB. Donc il y avait une forme de reconnaissance de ce qui avait été la place de chacun. Et donc il lui faisait souvent des compliments. Et Angela Merkel me disait, c'est là qu'il est le plus redoutable, c'est quand il fait semblant d'être gentil. Est-ce qu'on a retenu aussi l'épisode des chiens où il connaissait sa peur des chiens et il en jouait? Oui, ce que je dis de Vladimir Poutine, c'est qu'il est toujours, quand il est dans une relation de diplomatie, pas encore de négociation, mais ça peut l'être, je me souviens de la nuit de Minsk, toujours en train d'alterner le brûlant et le glacial. Le brûlant, prêt à dire qu'il faut trouver une solution, le glacial à l'empêcher. Donc il y a toujours la nécessité de construire un rapport de force à l'égard de Vladimir Poutine, qui peut être économique, qui peut être politique, qui peut être militaire, si l'on veut trouver une solution. Si on a pu, à Minsk, au début de l'année 2015, le ramener
si je puis dire, à la raison, c'est-à-dire à un cessez-le-feu, c'est parce qu'il savait qu'à ce moment-là, qu'il y avait des risques de sanctions, qu'il n'était pas prêt à pouvoir poursuivre l'offensive, et il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour un temps. Il savait qu'à un moment, il reprendrait l'offensive et qu'il fallait gagner du temps. Car, comme je l'ai rappelé, les dictateurs pensent qu'ils ont toujours le temps. C'est-à-dire que quand il agite la menace nucléaire, à nous de faire comme les Américains le font, à dire attention, la riposte serait catastrophique. C'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois avec lui? À nous de dire que toutes les puissances nucléaires connaissent les règles de la dissuasion et que toute utilisation d'armes nucléaires entraîne nécessairement des ripostes qui sont au même niveau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère toujours ces menaces-là, mais il faut à chaque fois rappeler que l'équilibre de la terreur a permis au monde précisément de ne plus jamais connaître les catastrophes qu'il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale.